Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass dans le cadre de laquelle nous allons traiter de la relation entre banque et client et tout particulièrement de l'évolution de cette relation en lien avec les nouvelles technologies. Je m'appelle Aline Darblay et je suis professeure au Centre de droit bancaire et financier. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux orateurs pour cette masterclass, Philippe Fischer et Adrien Alberini. Adrien Alberini, co-directeur du CAS Digital Finance Law et responsable du module 4 sur la propriété intellectuelle et la concurrence, titulaire d'un doctorat en droit et d'un LLM à Stanford, chargé de cours au Centre de droit bancaire et financier, affilié comme chercheur au Centre de droit du numérique de l'Université de Genève, associé de l'étude Sigma Legal, dont il est cofondateur, et spécialisé en questions de droit des nouvelles technologies. Philippe Fischer, responsable du module 2 du CAS Digital Finance Law sur la protection des données, titulaire d'un LLM à la Harvard Law School, associé de l'étude Oberson-Abels, dont il est cofondateur, et membre actif de la commission de formation permanente de l'Ordre des avocats de Genève, spécialisé en droit bancaire et financier, en droit de la protection des données, ainsi qu'en droit des sociétés. Cette masterclass s'insère dans le cadre du CAS Digital Finance Law, le CAS en droit de la finance numérique, qui a été créé par le Centre de droit bancaire et financier en 2020. Donc la coïncidence fait que la semaine passée, il y a eu un rapport du Conseil fédéral sur la finance numérique et qui traite vraiment les aspects que nous abordons dans le cadre du CAS Digital Finance Law, notamment les questions de protection des données, de cloud, d'outsourcing, de finances décentralisées, de technologies de registre distribué, de cryptoactifs, aussi bien que les distinctions entre fintech, big tech, regtech, subtech, vraiment toute la panoplie de sujets que nous traitons dans le cadre du CAS en droit de la finance numérique. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir certains sujets que nous abordons et à la lumière d'un sujet spécifique, à savoir la relation entre banque et client et l'impact de la technologie sur cette relation. Première partie, on assiste à une transformation et dans le cadre de cette transformation, le premier élément, c'est déjà la transformation du point de vue de l'émergence de nouveaux acteurs. Donc on peut prendre comme exemple You, qui est une application qui permet d'effectuer des virements, qui permet d'épargner ainsi que d'investir à partir de son propre smartphone. On peut prendre également l'exemple d'une néobanque de N26, une néobanque qui néanmoins est au bénéfice d'une licence bancaire en Allemagne. Donc, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Alors, je prends volontiers la parole pour commencer. Merci Aline. Tu as fait référence en introduction au rapport du Conseil fédéral. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit qu'il esquisse pratiquement pour les 10 ou 15 prochaines années tous les enjeux et les champs d'action qui devront être entrepris dans ce domaine de la finance numérique. Quand on voit aussi ces nouveaux exemples, finalement, c'est l'occasion peut-être de se demander d'où on vient, comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à faire face à ces nouveaux modèles. Il y a essentiellement deux choses, il me semble, si on regarde les 15-20 dernières années, c'est que l'émergence des nouveaux modèles est évidemment accompagnée par le développement des technologies. On a vraiment eu les technologies de l'information, je dirais, de base qui se sont développées jusqu'au début des années 90. Et puis, grâce à ce développement de base, on commence à avoir finalement, je crois, deux choses dans le domaine bancaire et financier. C'est la première interface banque-client, c'est dans le fond l'e-banking qu'on connaît tous aujourd'hui, auquel on s'est habitué, qui a gentiment une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc ça, je dirais que c'est un des premiers phénomènes. Et puis le deuxième phénomène qu'on voit moins, mais qu'on connaît extrêmement bien quand on est dans le milieu, c'est évidemment ce qui se passe en back-office avec tout le développement de l'outsourcing dans le début des années 2000. Outsourcing qui ensuite s'est considérablement développé encore depuis une quinzaine d'années. Donc on se retrouve avec cette évolution vraiment sur ces deux, je dirais, premiers paramètres vers aujourd'hui une relation banque-client qui elle-même se digitalise presque intégralement, en tout cas par rapport à une série de clients potentiels. C'est juste. Alors effectivement, merci Aline aussi pour ces mots d'introduction et pour nous permettre de discuter de ces différentes thématiques. C'est vrai que l'évolution qu'on a connue maintenant depuis les 2-3 dernières années
moi, je vois plutôt ça comme une forme d'éclatement de la notion du service bancaire. Historiquement, on avait une sorte de monopole des banques qui rendaient le service financier aux clients. Et ça, c'est une réalité, à mon avis, qui est plus tout à fait vraie aujourd'hui. On a toute une série de nouveaux prestataires, que ce soit des prestataires purement IT ou des prestataires IT avec une composante financière qui se développent et qui offrent leurs services directement aux clients. Donc on a une forme, d'une certaine manière, d'atomisation de l'offre au niveau des services financiers et surtout une attente du côté des clients, et en particulier des clients entre guillemets nouvelle génération, si vous me permettez cette expression, que ces différents prestataires se parlent entre eux et parlent à leur banque. Et donc évidemment, dans la perspective des banques, on aboutit aussi à un changement des attentes des clients qui sont plus simplement d'avoir une sorte de one-stop shop au niveau de sa banque qui fournit l'intégralité des services financiers, mais plutôt d'avoir la capacité de pouvoir recourir à toute une série de prestataires qu'on appelle innovants qui fondent leurs prestations sur ce qui représente d'une certaine manière le trésor de guerre de la plupart des banques, qui sont les données relatives aux clients. Et dans la perspective de l'industrie bancaire, je pense que graduellement, on a adapté l'adage « If you cannot beat them, join them ». Et on a montré beaucoup plus d'ouverture sur ces dernières années sur des modalités de collaboration avec d'autres prestataires, en acceptant aussi de partager ce fameux trésor de guerre qui sont les données de clients, un trésor de guerre encore plus protégé sans doute en Suisse que dans d'autres pays, en tout cas historiquement, mais sous la pression des clients. Et à mon avis, c'est pour une fois pas une évolution qui a été induite par les régulateurs, mais c'est plutôt sous la pression des clients que les banques sont aujourd'hui soumis à une obligation de s'ouvrir et d'accepter des collaborations avec des tiers. Et en fait, la réglementation vient aujourd'hui dans une deuxième phase pour, d'une certaine manière, protéger un certain nombre de clients, notamment les clients qu'on qualifie de consommateurs, parce qu'un certain nombre de risques liés à cette ouverture, à cette multiplicité des prestataires peut que difficilement être appréhendé par les consommateurs individuels. Donc voilà un tout petit peu l'évolution telle que moi je la vois en tout cas sur ces 3-4 dernières années. Donc effectivement, la transformation des prestataires et des acteurs, l'émergence de nouveaux acteurs. Un autre phénomène, c'est du point de vue de la transformation, c'est des produits. On voit de nouveaux types de produits, notamment si on prend l'exemple des comptes en crypto et des produits crypto. Donc ici encore, quelles sont vos réactions face à ces nouvelles pratiques ? Alors, c'est tout à fait juste. Je pense que d'un côté, on a l'émergence de nouveaux services et puis ou une manière différente de rendre des services qui ont toujours été rendus sous une forme ou une autre par l'industrie bancaire au sens large. Et en parallèle à ça, on a l'émergence de nouveaux produits. Et ces nouveaux produits, évidemment, ils proviennent à la base d'une demande de clients, et c'est souvent les clients qui génèrent d'abord la demande de pouvoir détenir un certain nombre d'actifs sous une certaine forme qu'on appelle parfois la forme numérique ou la forme tokenisée, ce qui amène ensuite les acteurs des marchés financiers à s'adapter, à adapter leurs pratiques, et ça, et on le verra sans doute dans le cadre d'autres échanges qu'on pourra avoir dans le cadre de cette masterclass, ils adaptent leurs pratiques, soit par le biais d'un insourcing, en acquérant en interne des nouvelles prestations qui leur permettent de rendre ces services, et d'un autre côté, en forgeant des alliances, soit entre prestataires de services financiers traditionnels, et l'exemple de You qui a été évoqué tout à l'heure est tout à fait parlant, soit en forgeant des alliances avec des prestataires de type IT. Et c'est ensuite que se manifeste parfois un besoin de protection réglementaire, et c'est là finalement qu'on assiste à une véritable tension, et je pense que c'est là aussi que les pouvoirs politiques et l'administration a à jouer un rôle très important, qui est cette tension entre d'une part favoriser l'innovation et donc pas tuer dans l'œuf un certain nombre d'initiatives en leur imposant tout de suite une réglementation qui visait historiquement une activité bancaire et des exigences auxquelles évidemment une start-up ne peut pas remplir, et d'un autre côté assurer une certaine protection des consommateurs, parce qu'on voit aussi aujourd'hui que c'est souvent des consommateurs parfois non avertis qui se lancent dans ce type d'investissement sur ce type d'actifs sans nécessairement mesurer tous les risques. Et quand on regarde en fait ces fameux crypto-actifs dont on parle tant, à mon sens, on peut vraiment voir 3 grandes familles d'une certaine manière, mais c'est vraiment une
classifications tout à fait personnelles et non scientifiques et non autorisées. C'est d'une part ce que j'appellerais les crypto-monnaies, donc finalement des unités de valeur auxquelles on attache une certaine valeur et qui peuvent, dans un certain écosystème, servir de moyen de paiement. Ensuite, on a ce qu'on appellerait la représentation numérique d'un actif qu'on connaît bien, d'un actif financier type actions, obligations, produits structurés, mais qui prend une nouvelle forme dans la mesure où il est représenté et transférable dans un monde numérique. Donc un actif qu'on connaît bien, mais qui est numérisé d'une certaine manière. Et enfin, et c'est peut-être ça aussi un développement qui est très intéressant, c'est des actifs traditionnellement non financiers qui tout d'un coup se financiarisent parce qu'ils peuvent être représentés sous la forme, par exemple, d'un token. Et là, je pense à la vague ou au tsunami des NFT auxquels on assiste maintenant depuis quelques mois et qui permettent là aussi de faire entrer dans le système financier des assets ou des avoirs qui n'y étaient pas forcément. Et ça pose évidemment une question au niveau des intermédiaires financiers. On parle souvent de la désintermédiation de la finance et du fait que finalement, à travers ces nouveaux développements, on n'aurait plus besoin entre guillemets, d'intermédiaires financiers parce que les différents acteurs se parlent entre eux et n'ont plus besoin d'avoir un intermédiaire financier qui est une sorte de traducteur, entre guillemets, ou de personne qui fait le lien d'intermédiaire, justement, entre deux mondes. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait juste. Je pense que le rôle de l'intermédiaire change, mais ne disparaît pas. Et on peut penser, par exemple, que ces nouveaux actifs, évidemment, ils doivent être déposés quelque part. Et évidemment, les acteurs qui sont en première ligne pour offrir une activité de dépôt sont ceux qui ont déjà une longue expérience et un certain track record en matière de dépôt. Et donc, c'est précisément les banques qui offriront évidemment un service de dépôt différent, mais malgré tout, un service de dépôt pour des cryptoactifs. Et d'un autre côté, si on se rend compte qu'à travers cette numérisation, un certain nombre d'actifs, par exemple des œuvres d'art, par exemple des yachts, par exemple des avions, peuvent être monétisés parce que représentés en tout ou en partie par un token qui après acquiert une certaine valeur et qui peut aussi être échangé, on se rend compte que des nouveaux actifs peuvent faire l'objet d'un dépôt auprès des banques. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas très facile de déposer un yacht dans un compte bancaire, mais évidemment, le jour où le yacht peut être représenté, c'est un exemple peut-être un tout petit peu anecdotique, sous la forme d'un token, évidemment, tout d'un coup, l'activité de dépôt au sens très très large, donc là, on est loin de l'activité de dépôt simplement d'une action de Novartis, peut aussi se développer. Donc, des intermédiations, oui, peut-être. Moi, je dirais plutôt un changement dans l'activité d'intermédiation. Ce qui m'interpelle en t'entendant, Philippe, c'est vraiment, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu tentes une classification. Et je crois qu'on en est un peu tous là aujourd'hui, c'est de tenter des classifications et de tenter d'appréhender ce phénomène en particulier, alors ensuite dans une perspective juridique, parce que dans le fond, on parle de cryptoactifs. On est en train de parler de quoi? De lignes de code, concrètement, de lignes de code informatiques. Et à partir de lignes de code informatiques dont dériver une qualification juridique, c'est évidemment là que se situe toute la difficulté. Quel type d'appropriation est possible? Est-ce qu'on est en train de revisiter le concept de propriété, en particulier de propriété intellectuelle dans ce cadre-là? Évidemment, il y a des aspects contractuels aussi, dès lors qu'on a forcément des registres distribués, on a des contreparties. Il y a les aspects des intermédiations que tu as évoqués. Et puis enfin, il y a le point que tu as évoqué réglementaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à qualifier tout cela d'un point de vue réglementaire. Discussion qu'on a déjà eue à quelques occasions, tu évoquais les NFT. Dans le fond, comment est-ce que l'on arrive à rattacher cette notion, qui est peut-être d'ailleurs à très forte géométrie variable, aux notions classiques d'instruments financiers ou de valeurs mobilières selon la LSFIN par exemple. Là aussi, il y a tout un enjeu. Ça implique, encore une fois, il y a quelques secondes, je partais de lignes de code, donc d'une notion purement informatique, en passant par des notions plutôt ensuite de droit privé, de propriété, en arrivant au point réglementaire. Autre exemple, vu qu'on parlait de comptes en crypto, donc il y a les cryptoactifs, mais il y a les comptes aussi. Mais une question qui revient assez régulièrement ces temps, dans le fond, c'est, et je crois que tu l'as évoqué aussi, dans le fond, quelle est l'appréciation de la notion de dépôt ici? Dans quel cas est-ce que l'on est vraiment face à un dépôt du public, une activité d'acceptation de dépôt du public? Est-ce qu'on tombe forcément
dans tous les cas, dans une activité de nature bancaire, typiquement si on ne fait qu'accepter les clés privées qui donnent accès justement à ces cryptoactifs, on est aussi en train ici de revisiter ces notions classiques, je dirais, du droit bancaire et financier à la lumière de la pluralité de services qui sont actuellement développés. Et je pense que c'est peut-être le dernier point qu'il faudrait retenir, en tout cas celui qu'on peut constater aujourd'hui quand on évoque ces exemples, c'est qu'en fait, c'est vraiment, à mon sens, à très très forte géométrie variable en termes factuels, ce qui peut ensuite amener à des qualifications juridiques fortement différentes, quand bien même on aurait l'impression qu'on fait face à une seule et même notion, par exemple le NFT. En fait, il n'y a pas un NFT, il y a des millions de NFT différents. Donc ces réflexions vraiment nous donnent deux cas illustratifs vraiment très parlants en matière des évolutions technologiques. D'une part, vous avez parlé de la transformation des acteurs avec les néobanques, d'autre part, la transformation des produits avec les cryptoactifs. Ça nous permet vraiment, avec ces illustrations, de rentrer donc dans le vif du sujet. On va passer à des thématiques un peu plus spécifiques qui vont toucher donc l'évolution de la relation entre banque et client à l'ère des nouvelles technologies. Et qu'est-ce que, au fond, la digitalisation de la relation entre banque et client implique principalement pour les établissements financiers? Peut-être, avant d'entrer directement dans les considérations juridiques, je pense que ce que l'on peut remarquer, qu'on a évoqué tout à l'heure avec les exemples dont on a parlé, c'est vraiment le développement des types de services. On a parlé des néobanques, des cryptoactifs. Il y a un sujet dont on parle aussi beaucoup et qui tient particulièrement à cœur pour le professeur Thévenot, c'est notamment les robots advisors. On voit que le service tel qu'il est fourni au client est lui aussi en train d'évoluer. Comme je disais, avant d'entrer en matière sur vraiment les considérations juridiques, ce que l'on peut peut-être constater d'un point de vue humain et technologique, c'est qu'on a une dimension relationnelle qui évolue. Alors peut-être que ça nous parle moins à nous directement et que ça parle de plus en plus aux générations qui nous suivent, mais finalement la relation a tendance de plus en plus à se digitaliser dans son ensemble. Ce qui implique évidemment un changement en termes de comportement humain, mais qui implique également une importance technologique. Il est clair que cette relation qui se digitalise ne peut fonctionner, et ça je dirais que c'est un des constats qu'on fait aujourd'hui, que si la technologie d'abord est robuste, il y a un vrai problème ou une vraie question de solidité de la technologie, puis ensuite si elle est conçue et designée d'une manière qui est adéquate pour répondre à une interaction telle qu'elle est souhaitée par les clients, et peut-être en partie notamment par les plus jeunes clients. C'est juste, et je pense qu'une des dimensions fondamentales en fait, à laquelle on doit prêter attention, c'est de s'assurer que le client comprenne effectivement le service auquel il est en train de souscrire. Et on a effectivement en Suisse historiquement eu cette idée que finalement le client et le prestataire de services financiers sont finalement deux personnes qui sont placées au même niveau, qui concluent un contrat soumis au code des obligations et qui finalement ont chacun la capacité de faire valoir leurs intérêts, le cas échéant, devant un juge civil. On s'est rendu compte que cette vision, en tout cas par rapport à des clients qu'on peut qualifier de consommateurs, est peut-être un tout petit peu erronée. Et on a introduit une nouvelle réglementation qui est tout à fait nouvelle, qui est la loi sur les services financiers, un peu l'équivalent suisse de la MiFID, qui est véritablement entrée en vigueur au début de cette année avec la fin du délai transitoire des 2 ans. Donc on vit maintenant sous l'empire de la loi sur les services financiers, mais qui malgré tout est quand même fondée sur un modèle où on a une personne au sein d'un prestataire de services financiers qui informe un client sur un certain nombre de services financiers qui sont définis de manière relativement limitative et relativement facilement compréhensible dans la loi. Maintenant, on se rend compte que la réalité est quand même un tout petit peu différente et que de nombreux services financiers digitaux sont fournis, qui s'écartent et qui vont au-delà d'une certaine manière ou qui transforment d'une certaine manière le service financier tel qu'il a été prévu dans une réglementation et pas une réglementation qui date d'il y a 30 ou 40 ans, mais une réglementation qui date d'il y a 2 ou 3 ans et qui est entrée en vigueur depuis maintenant à peu près 1 mois.
Et là, je pense qu'un des enjeux, c'est effectivement, comme je disais, de s'assurer que le client comprend effectivement le service. Et là, par exemple, un exemple très intéressant est de lire en réalité les conditions générales de ces nouveaux acteurs en matière de services financiers. Alors c'est vrai que la lecture des conditions générales des banques est une lecture relativement aride, mais là, je dois vous dire que peut-être même pour des non-juristes, la lecture, par exemple, des conditions générales d'un prestataire comme You est extrêmement éclairante dans la mesure où elle décrit de manière relativement claire les différents services qui sont fournis par cette néobanque, si on veut l'appeler comme ça, tant au niveau de l'aide ou de l'assistance aux clients dans la souscription d'un actif digital que les activités en matière de transfert et les activités en matière de dépôt. Donc c'est vrai que si on s'intéresse à cette matière et qu'on essaye de mieux comprendre finalement quel est le service qui est rendu, la lecture, par exemple, comme je l'évoquais, des conditions générales de You peut être extrêmement intéressante, mais on peut aussi partir du principe que pas tous les clients qui souscrivent au service de You ont lu en détail et ont compris ces conditions générales, ce qui amène évidemment à la question de savoir s'il n'est pas nécessaire d'avoir une couche réglementaire qui vient se superposer par rapport à ces clauses contractuelles. Et l'autre point, à mon avis, qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a toujours tendance à penser que le client est finalement le client personne physique qui a son compte auprès d'une banque retail et qui utilise peut-être une app type Twint pour faire ses paiements. Mais les clients aujourd'hui, c'est aussi évidemment des entreprises. Et les entreprises, elles aussi, évidemment, elles se développent sur le monde digital, encore plus, évidemment, suite aux 2 années qu'on vient de vivre. Et donc, du coup, doivent aussi obtenir, évidemment, un paiement digital pour les services qu'elles offrent. Et là, on voit que les canaux de paiement qui sont à disposition des consommateurs sont multiples. On a des canaux plutôt traditionnels comme les cartes de crédit, comme les nouvelles cartes de débit qui permettent de faire des paiements sur Internet. On a des prestataires type Klarna, Alipay, sans même parler de PayPal qu'on connaît depuis longtemps. Ensuite, on a des nouveaux acteurs type Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, qui aussi entrent sur ce marché des moyens de paiement au sens large, même s'ils se défendent à tout prix d'être des acteurs en matière de moyens de paiement. Le fait est qu'ils offrent en tout cas une porte d'entrée vers un système de moyens de paiement. Et quand on est placé du côté de l'entreprise qui veut offrir ses services sur Internet et qui veut donc logiquement aussi être payé et qui veut permettre à ses futurs clients de payer par une multitude de canaux de paiement différents, là aussi, évidemment, se pose toute une série d'enjeux et on assiste même aujourd'hui à un nouveau type de service qui est l'agrégation des moyens de paiement. Et on a notamment un prestataire très méconnu, mais en réalité, c'est la 2e plus grande entreprise IT en Europe derrière SAP, qui s'appelle Adyen, qui est un énorme prestataire en matière IT, services financiers, mais totalement méconnu du grand public, mais qui offre en fait aux entreprises la possibilité d'agréger sur une seule plateforme tous les moyens de paiement et donc d'offrir à leurs clients un large spectre de moyens de paiement. Et donc là, on voit qu'en fait, vraiment, c'est vraiment une équation à plusieurs variables. On a les intermédiaires financiers, on a les prestataires IT, on a les consommateurs de services financiers type personnes ordinaires qui ont besoin d'un compte bancaire. Et puis, on a les entreprises qui, elles aussi, sont évidemment soumises à la vague de la digitalisation. À l'heure où c'est toute la relation qui se digitalise et que finalement tout est accessible en ligne, à distance, de façon même instantanée, on peut parler pratiquement d'une proximité digitale, si j'ose dire. Mais qu'en est-il de la proximité physique, étant donné que du point de vue de la relation banque et client, que se passe-t-il quand banque et client ne se rencontrent plus? Est-ce que cela soulève des problèmes juridiques particuliers? Tout à fait, et tout à fait. C'est un point très très important. C'est vrai que d'un côté, on communique beaucoup plus et on se voit beaucoup moins. Et en Suisse, évidemment, cette problématique de l'amorce de la relation bancaire est très largement appréhendée sous l'angle de la législation anti-blanchiment, qui impose, en résumant à l'extrême, d'un côté, d'identifier
correctement le client, et pas simplement le client titulaire de compte, mais aussi ce qu'on appelle l'ayant droit économique, donc celui qui, dans une perspective économique, a le pouvoir de disposition sur les avoirs, et d'autre part, d'obtenir des informations sur l'origine des avoirs qui sont déposés si on parle d'une activité de dépôt. Et là, on a en Suisse une réglementation très, très ancienne qu'on appelle la Convention de diligence des banques, qui est une sorte de mécanisme associatif qui, entre-temps, a acquis un statut quasi réglementaire, mais qui est fondé sur l'idée qu'une personne arrive dans une succursale physique d'une banque, rencontre un relationship manager et ouvre un compte. Et c'est vrai que la CDB, donc cette convention de diligence, offre aussi la possibilité d'ouvrir un compte par correspondance, mais soumis une telle ouverture de compte à toute une série d'exigences supplémentaires. Mais évidemment, ce modèle vu par la CDB dans les années 70 ou 80 est évidemment assez différent de la manière dont se passent ou dont se nouent les relations d'affaires aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a toujours connu depuis maintenant 4, 5, 6 ans en matière de digitalisation de l'initiation de la relation bancaire. Mais évidemment, la situation particulière qu'on vit maintenant depuis presque 2 ans a évidemment conduit à une très nette accélération dans la mesure où les contacts physiques en tant que tels étaient quasiment difficiles et quasiment impossibles. Donc si on pense que les contacts physiques avec ses proches étaient difficiles, évidemment les contacts physiques avec son banquier l'étaient tout autant. Et là, on a effectivement, et ça nous permet peut-être de faire le lien aussi avec un point qu'Adrien évoquait tout à l'heure par rapport à la réglementation, on a en Suisse une réglementation qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années et qui a fait l'objet de toute une série de révisions qui a trait justement à ce qu'on appelle le digital onboarding, donc l'initiation digitale d'une ouverture de compte, et qui prévoit que dans un certain nombre de conditions qui ont été, à vrai dire, graduellement assouplies, on peut ouvrir une relation bancaire, par exemple en remplaçant ce qu'on appelle l'entretien physique avec le chargé de relations de la banque par une vidéoconférence, mais évidemment pas n'importe quelle vidéoconférence, une vidéoconférence qui répond à un certain nombre de critères. Et là aussi, certaines banques ont été capables en interne de pouvoir mettre sur pied les conditions techniques que doit remplir ce type de vidéoconférence, et d'autres ont été amenées à travailler avec des prestataires tiers. Donc encore un exemple où un certain nombre de banques ont dû travailler avec des prestataires tiers et partager même des informations sur les prospects, qui est presque une information encore plus sensible pour une banque que les informations sur leurs clients. Donc ça, c'est un volet, donc c'est ce que j'appellerais le volet comment est-ce qu'on remplit les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans un monde digital. Après, le deuxième volet, qui est évidemment très important, qu'on sous-estime parfois, mais qui est pour nous juristes très important, c'est comment est-ce qu'on conclut le contrat bancaire. Et c'est vrai que dans un monde traditionnel, le contrat bancaire, c'est une feuille de papier et on prend un stylo, on le signe, on le renvoie à la banque. Mais ça, c'est évidemment aussi un modèle qui est en partie dépassé et ça nous amène après sur le terrain de l'identification électronique et de la signature électronique. Et là aussi, on a pu avoir toute une série de réflexions avec en Suisse un système qui veut qu'on a 2 types, en schématisant à l'extrême, de signatures électroniques. On a les signatures électroniques qu'on appelle avancées, la SEA, et puis la signature électronique qualifiée, la SEQ, qui, elle, est jugée équivalente en termes juridiques à une signature manuscrite, mais qui, pour le coup, est très difficile à obtenir. Et donc, à nouveau, si on se place sur le terrain juridique, les 2 questions principales qui se posaient, c'est est-ce que dans la relation bancaire, il y a un certain nombre de contrats pour lesquels j'ai besoin de la forme écrite traditionnelle sous la forme d'une signature manuscrite, et donc dans un monde digital, j'ai besoin d'une signature électronique qualifiée. Et quand on regarde bien, on se rend compte qu'il n'y a que très peu de contrats dans la pratique bancaire qui exigent cette signature manuscrite, respectivement une signature électronique qualifiée. Ou bien est-ce que je me contente finalement par rapport à un certain nombre de contrats d'un niveau moindre en me contentant finalement, par exemple, d'une signature électronique avancée, voire même simplement d'un simple clic pour accepter des conditions générales.
Et là aussi, en fait, par rapport à des banques qui ont fait le choix, par exemple, de demander la signature électronique qualifiée, même dans les scénarios où ce n'était pas strictement exigé par la loi, par exemple, pour des raisons de lutte contre la fraude, et Adrien reviendra dans un instant sur la question des ordres frauduleux. Et ces banques-là, en fait, parfois, en tant que nouveau service offert à leurs clients, le nouveau service a été d'octroyer une signature électronique qualifiée à leurs clients. Donc là, on voit qu'on a une vraie transformation d'une certaine manière de l'activité bancaire, parce que l'activité bancaire n'est plus simplement une activité directement liée à la finance, mais on donne d'une certaine manière aussi une forme de porte d'entrée à son client pour que le client puisse bénéficier d'une signature électronique qualifiée qu'il peut utiliser ensuite dans ses rapports avec la banque, mais évidemment aussi dans le cas de leur rapport avec d'autres prestataires. Et dernier point que j'aimerais faire très rapidement avant de céder la parole à Adrien, c'est la question des règles cross-border. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, on est quand même aujourd'hui, on fait partie d'une génération, d'une certaine manière, brûlée par la question des règles cross-border, vu que depuis 2008-2009, la plupart des intermédiaires financiers, en particulier des banques suisses, ont dû réaliser, de manière douloureuse dans certains cas, que lorsqu'on offre des services financiers à des clients qui sont résidents en dehors de Suisse, il y a toute une série de règles dans l'état de destination qui s'appliquent. À quelles conditions est-ce que je peux offrir un service de dépôt à un client français? À quelles conditions est-ce que je peux offrir un service de brokerage, donc de commission à un client résident américain? Il y a toute une série de réglementations locales auxquelles, évidemment, il faut se conformer avant de pouvoir offrir des services. Et ça, évidemment, cette prise de conscience, elle a clairement eu lieu depuis 2008-2009, mais évidemment, dans un monde où on avait l'impression que le chargé de relations prenait l'avion et allait à Paris, allait à New York pour rencontrer un client, et dans ce cas-là, évidemment, logiquement, soit le chargé de relations lui-même, soit son service compliance, se poser la question de savoir à quelles conditions quel type de documents je peux prendre avec moi avant de rencontrer mon client à New York ou à Paris. Évidemment, le hurdle, d'une certaine manière, la barrière psychologique est évidemment beaucoup moins importante lorsqu'on rencontre son client de manière digitale, par le biais d'une conférence Zoom ou dans le cadre d'un processus d'onboarding selon la circulaire de la FINMA. Et donc, du coup, la question du respect des règles cross-border, qui est tout aussi importante, sinon plus, aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, est, comme je disais, tout aussi important, mais les mécanismes de contrôle sont évidemment beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre parce que la capacité de parler à tout moment avec le client et de lui offrir des services à tout moment rend évidemment la tentation très forte de lui offrir des services sans nécessairement toujours respecter la réglementation dans son pays d'origine. Encore faut-il d'ailleurs savoir où est le client lorsqu'on lui parle, ce qui est évidemment plus facile à savoir quand on le rencontre physiquement que quand on le rencontre sur Zoom. Mais je m'arrête là, parce qu'il y a un autre volet qui est un peu le volet dark, d'une certaine manière, de la digitalisation de la relation banque-client, qui est la question de la fraude. Et là, Adrien a aussi toute une série d'observations à nous faire. Alors effectivement, je crois que tu as déjà bien expliqué le contexte général et les enjeux. Je dirais il y en a probablement plus, mais il y a deux thématiques qui interpellent actuellement. Tu l'as dit au début, on communique plus, mais on se voit moins. Évidemment, ce type de situation, qui n'est pas forcément négative en soi, évidemment, laisse beaucoup plus de place au risque d'ordre frauduleux, c'est-à-dire des ordres qui seraient passés en fait par des tiers qui s'approprieraient la personnalité d'un client par hypothèse. Puis évidemment, toute la question qui va se poser d'un point de vue juridique à ce niveau-là, c'est quel est le degré de diligence dont la banque ou l'établissement financier aurait dû faire preuve lorsqu'il reçoit cet ordre. On voit moins les gens. Est-ce qu'il faut commencer à mettre en place d'autres systèmes pour faire preuve de diligence? Donc on voit que le droit doit en tout cas être remis en question, doit potentiellement évoluer pour réussir à redéterminer où est-ce que l'on doit mettre le curseur en termes de diligence par rapport à ce type de situation. Puis la deuxième évolution que l'on commence à voir et qui, à mon sens, risque de s'accroître dans les années à venir, c'est simplement les services digitaux défectueux. On a vu, il y a une démultiplication des services, une démultiplication des fonctionnalités. Le rythme d'innovation est toujours plus grand, toujours plus important.
tôt ou tard, les services vont commencer à présenter des problèmes de défectuosité. Et puis là aussi, n'importe quel prestataire informatique vous dira un service n'est jamais exempt de bugs. Ça fait partie du jeu. La question qui va se poser, c'est à partir de quand est-ce que l'on enclenche une responsabilité? Dans une réaction, je dirais, presque juridique traditionnelle, on se dirait il y a un bug, le service n'a pas été fourni de manière diligente, il y a une responsabilité. Dans le monde informatique, on ne peut pas réfléchir comme ça. On va être amené à se reposer la question de savoir quelles sont les erreurs, les déficiences qui engendrent vraiment une responsabilité, à quelles conditions, est-ce qu'on doit se baser sur l'impact pour le client, est-ce que cet impact est toujours mesurable? Là aussi, je pense qu'on est à l'orée d'un champ relativement nouveau en termes de réflexion juridique, champ qui, encore une fois, va considérablement évoluer dès lors qu'on aura de plus en plus recours à des services digitalisés. Vous avez vraiment évoqué toutes les dimensions de la digitalisation du secteur financier. On a parlé de la dimension transformation des acteurs, transformation ensuite des produits et aussi transformation des services, vous l'avez évoqué. Pour résumer maintenant sur les services financiers digitalisés, du point de vue du rôle de la banque en tant que prestataire de services financiers digitalisés, quels sont les points d'attention finalement du point de vue de l'offre, du développement et de l'offre de nouveaux services financiers digitalisés? Vraiment pour résumer ce que vous aviez soulevé tout à l'heure. Pour résumer, on en a déjà un peu parlé. Enfin, on a déjà beaucoup parlé de la relation vis-à-vis du client, qui est vraiment l'objet de la discussion d'aujourd'hui. On a légèrement évoqué, mais évidemment, c'est un pan qui est très important, tout ce qui est back-office. Alors, traditionnellement, on a recours à des développeurs externes. C'est la conséquence même de la spécialisation des compétences sur le marché du travail et de la production. On pourrait s'attendre, en tout cas il y a quelques tendances qui vont dans ce sens-là, à un développement de compétences informatiques, mais cette fois poussées, pas simplement du suivi de la maintenance, mais vraiment des compétences de développement informatique au sein des établissements traditionnels. Ça deviendrait, c'est déjà le cas actuellement pour certains, ça devient vraiment une nouvelle ligne de métier, tout simplement parce que dans certaines situations, la relation avec un développeur tiers qui ne partagerait par hypothèse pas tout à fait la même culture et les mêmes standards que ceux applicables à la banque, simplement exige cette évolution. Évidemment, si on commence à développer à l'interne, ça soulève de très nombreuses questions, à nouveau, notamment en termes d'allocation de responsabilité, parce qu'il est clair que du moment qu'on externalise, potentiellement on alloue et on répartit les responsabilités avec un développeur tiers, une fois qu'on fait tout à l'interne, la question est évidemment un peu différente. Effectivement, et si on se place, disons, dans une perspective juridique, parce qu'à la fin de la journée, certains d'entre nous ici sont juristes, face à ce genre de projet de développement, et en partant du principe que le développement est confié à un tiers, et peut-être pas forcément que le développement en tant que tel, la solution, mais aussi après la gestion en production de la solution ou du service, à mon sens, il y a toujours trois grandes dimensions à garder à l'esprit. Il y a la question de la gestion de la relation contractuelle avec le prestataire, donc le contrat qu'on passe avec le prestataire. Ensuite, la question de la relation avec les personnes concernées. Les personnes concernées seront souvent les clients, mais peuvent aussi être les employés, voire dans certaines situations les tiers. Et puis ensuite, des questions d'organisation interne, de gouvernance et de ligne de reporting en interne. Très brièvement, s'agissant du contrat avec le prestataire tiers, nous juristes, dans le cadre de ce genre de projet, on est toujours focalisé sur la question de savoir est-ce qu'on a affaire à un contrat d'entreprise ou un contrat de mandat. On est un peu programmé d'une certaine manière depuis l'université à se poser la question de savoir est-ce que finalement le prestataire offre un certain résultat et supporte une responsabilité s'il ne fournit pas le résultat tel qu'il est décrit, ou est-ce qu'il offre un certain service et qui promet sa diligence et donc sa responsabilité n'est engagée que s'il n'a pas, d'une certaine manière, fait preuve de toute la diligence attendue, mais il ne promet pas un résultat. La réalité du terrain est évidemment totalement différente et c'est très difficile de venir avec nos catégories de juristes de contrats d'entreprise et de contrats de mandat et les appliquer à la réalité d'un développement IT. Il y a par exemple une méthodologie qu'on appelle la méthodologie Agile
qui est une méthodologie qui est très largement développée, très largement utilisée par des prestataires IT dans le cadre de nouveaux projets, qui part du principe qu'on subdivise un projet en une série de sous-composantes qu'on appelle des sprints. Et puis, en fait, le projet évolue au fur et à mesure des sprints et qu'il y a un phénomène itératif de discussion entre le client et le prestataire IT, puis une redéfinition des objectifs à la fin de chaque sprint. Tous des anathèmes pour nous, juristes, qui voulons avoir un contrat au début avec une liste des prestations et puis ensuite la capacité de comparer le résultat livré avec une liste, d'examiner le delta et d'engager la responsabilité du prestataire sur le delta. Évidemment, quand nous, juristes, on voit ce genre de sprint, de redéfinition continue des objectifs sans aucune forme de précision et d'engagement contractuel, évidemment, ça nous fait froid dans le dos. Mais je pense que c'est aussi à nous d'être un peu agiles et d'essayer de réfléchir comment nos concepts de droit des obligations peuvent malgré tout s'appliquer à la réalité du terrain, parce que finalement, ce n'est pas à nous, juristes, de définir les projets, mais plutôt de nous permettre d'accompagner et de gérer les projets et de permettre à chacune partie d'appréhender les risques qu'elle prend en rentrant dans le projet. Deuxième volet, très rapidement, la relation avec le client. Et là aussi, évidemment, une fois qu'on confie la gestion, par exemple, de données à un tiers, ça pose la question de savoir est-ce qu'on a besoin du consentement du client? Est-ce qu'on a besoin d'une levée du secret bancaire? Est-ce que la levée du secret bancaire et le consentement en matière de protection des données, c'est la même chose? Est-ce que ça répond à des engagements différents? Est-ce que ça peut être donné par les conditions générales? Est-ce que ça implique la signature d'un client? Est-ce que le clic « I accept » est suffisant? Est-ce que le clic, après avoir scrollé en 5 secondes 300 lignes de user agreement, est suffisant pour permettre au client de valablement adhérer à un rapport contractuel? Ça, c'est toutes les questions évidemment qu'on se pose et qu'on discute aussi dans le cadre du CAS Digital Finance Law. Et finalement, troisième volet très important, c'est l'organisation interne. Et là, je constate en tout cas que pour le régulateur, pour la FINMA, il est très important de conserver du know-how en interne. Et je pense que ce qui est le plus dangereux aux yeux du régulateur, et je pense qu'il a tout à fait raison, est une situation où finalement tout le back-office d'un intermédiaire financier est externalisé auprès de prestataires tiers et que finalement seulement le front, seulement la relation, la gestion de la relation client reste encore au sein de l'intermédiaire financier et en particulier qu'il n'y a personne au sein de l'intermédiaire financier pour surveiller finalement l'activité du prestataire tiers qui, d'une certaine manière, agirait presque sous une forme de stabulation libre. Et ça, on voit aujourd'hui, face à ce phénomène d'outsourcing auquel Adrien faisait référence tout à l'heure, qui se déroule pas forcément au vu et au su du client. Il y a parfois une ligne dans les conditions générales qui dit nous réservons le droit d'externaliser un certain nombre de prestations, mais quand on regarde par rapport à un certain nombre de banques que le type et l'ampleur des services qui sont externalisés, je pense que le principal souci du régulateur aujourd'hui, c'est de ne pas oublier qu'un certain know-how en matière IT, mais aussi en matière de gestion des risques et aussi juridique, reste au sein de l'interfinancier pour être capable de continuer à surveiller, parce qu'à la fin de la journée, les Google, Amazon ou Microsoft qui offrent par exemple des services cloud qui sont de plus en plus utilisés par les banques suisses ne sont que des prestataires de services qui sont censés remplir ou respecter les instructions que leur donnent les banques. Mais pour pouvoir donner une instruction à un acteur aussi sophistiqué que Microsoft, il faut évidemment avoir gardé une certaine compétence IT au sein de la banque. Merci beaucoup. Et finalement, pour parler de l'utilisation de la technologie en tant que telle, on parle de plus en plus de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Est-ce que, en deux mots, est-ce que c'est positif ou négatif pour la relation banque-client? Alors, je pourrais répondre comme aiment bien répondre les juristes, ça dépend. Oui, évidemment, c'est positif si ça peut permettre de rendre un meilleur service. Le vrai enjeu aujourd'hui, mais je serai vraiment bref sur cette question-là, est la question de ce qu'on appelle les décisions individuelles automatisées, donc les situations où finalement un certain nombre de décisions qui ont un impact sur la situation juridique d'une personne. Est-ce que je lui octroie un crédit hypothécaire? Est-ce que je lui octroie une carte de crédit? Est-ce que je procède à tel et tel investissement parce que cette personne m'a confié un mandat de gestion?
est-ce que ces décisions-là sont prises par un humain ou intégralement par une machine? Et si c'est le cas que ces décisions sont prises intégralement par une machine, ça pose des questions de biais comportementaux. On se rend compte que, par exemple, si l'algorithme est mal configuré, toute une partie de la population pourrait, par exemple, être exclue de la possibilité de souscrire un crédit hypothécaire. Et évidemment, si cette décision est prise ou revue par une personne physique, on peut penser que ce genre de biais, peut-être pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, peuvent être identifiés et remédiés, alors qu'ici, la décision est entièrement en main d'une machine. On peut aboutir à ce genre de biais qui, après, comme je disais, peuvent exclure une certaine catégorie de la population d'un certain nombre de prestataires financiers. Donc voilà la réponse en 2 mots à cette question très difficile. Alors, un très bref complément, vu que l'heure tourne, effectivement. Il y a en tout cas une réalité pour nous juristes, c'est que cette fois, après de nombreuses années de discussions qui partaient un peu dans tous les sens, au sein de l'Union européenne, on envisage sérieusement l'élaboration, et on est presque à bout touchant vraiment, d'une réglementation complète en matière d'intelligence artificielle. Donc on va avoir une couche réglementaire importante, alors qui ne sera pas directement applicable, mais on sait ce que c'est. Tôt ou tard, ça arrive chez nous aussi, ou alors on s'y conforme en termes de respect de bons standards. Vraiment une couche réglementaire importante, avec des notions telles que l'intelligence artificielle à haut risque, qui obligeront de prendre des mesures par rapport à certains risques soulevés par l'intelligence artificielle. Donc là, on a vraiment tout un champ qui devrait être en très large expansion ces prochaines années. Donc, comme vous venez de faire référence au rôle de la réglementation, et effectivement, en tant que juriste, la réglementation nous intéresse et ça soulève plus généralement le rôle que la réglementation doit jouer en fait, dans la digitalisation du secteur financier. Le cadre réglementaire tient-il compte de cette digitalisation? Alors je crois, Philippe, il faisait référence tout à l'heure, je crois qu'en Suisse, on a vraiment eu la chance depuis maintenant quelques années de voir que le cadre réglementaire, en tout cas les pouvoirs politiques, en tiennent compte. Le cadre réglementaire est en partie adapté. Donc effectivement, je pense que la réponse peut être oui. Si on regarde encore le rapport du Conseil fédéral auquel on faisait référence tout à l'heure, à quelques endroits, il est fait référence au principe de neutralité technologique. Donc c'est expressément reconnu dans ce cadre-là aussi, avec donc une approche plutôt favorable, ouverte, et qui tient à ce que l'on évite d'écarter d'emblée certaines technologies au profit d'autres. Non, je pense que c'est juste. Et je pense que là, on peut vraiment dire pour une fois quelque chose de positif sur notre administration. Et je pense qu'on doit vraiment le dire. Dans ce domaine-là, je pense qu'on a réussi pour l'instant en tout cas, et peut-être des scandales futurs nous montreront que j'ai tort, mais à trouver un peu une sorte de juste milieu entre, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait de permettre l'innovation tout en réglementant un certain nombre d'abus. Et pour moi, il y a vraiment 2 facteurs qui distinguent la Suisse probablement d'autres pays sur cette question-là. La première, c'est ce que j'appellerais l'écoute de l'industrie. Donc on voit que toute une série d'initiatives se sont développées au sein de l'industrie. Et puis là, l'Association suisse des banquiers, l'ASB, a évidemment joué un rôle moteur. Et on retrouve en fait d'une certaine manière une thématique qui était devenue un tout petit peu un anathème sur ces dernières années, qui était l'autoréglementation. C'est vrai que l'autoréglementation, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé en Suisse pendant toute une série d'années. Après, c'est devenu un sujet un tout petit peu plus délicat entre les années 2000 et 2010 où l'autoréglementation a été beaucoup décriée. Et aujourd'hui, sur un domaine qui évolue aussi vite que le domaine dont on parle, on assiste, à mon avis, à nouveau une émergence d'une certaine manière d'une forme d'activité réglementaire par les acteurs privés. Et un exemple très concret, c'est ce qu'on appelle les Cloud Guidelines de l'ASB. Donc l'Association des banquiers a publié un document qui présente d'une certaine manière la manière dont une banque, mais peut-être de manière plus large, un prestataire de services financiers, peut recourir à des services qui sont cloud-based, avec des raisonnements notamment sur le secret bancaire qui sont très innovants, peut-être trop innovant à certains égards, mais en tout cas, ce document a le mérite d'exister, de proposer des solutions et d'essayer de montrer comment le cadre réglementaire existant peut s'adapter à des nouvelles formes d'externalisation, par exemple l'externalisation qui est cloud-based. Et on voit, et c'est très intéressant, on voit que toute une série d'acteurs, des intermédiaires financiers eux-mêmes qui sont confrontés tous les jours
à la négociation avec Microsoft, Google, Amazon, ont participé à la rédaction de ce Cloud Guidelines de l'ASB et en partie sont aussi des enseignants qui participent au CAS Digital Finance Law. Et donc, ça permet aussi d'avoir des échanges très intéressants pour les étudiants du CAS, vu qu'ils sont en contact direct avec ce que j'appellerais, alors c'est évidemment tout à fait erroné, les législateurs, c'est évidemment pas les législateurs en tant que tels, mais en tout cas les personnes qui réfléchissent à des codes de conduite qui, ultérieurement, pourraient aussi être les prémices d'une nouvelle réglementation. Et le deuxième volet que je trouve très intéressant dans l'approche suisse, c'est le fait de ne pas avoir recommencé à zéro. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps dans la suite de la masterclass. S'agissant de la réglementation des crypto-actifs et notamment des tokens qui représentent des instruments financiers, plutôt que de recommencer à zéro et de construire un nouvel édifice réglementaire qui par nature sera nouveau et posera 1000 questions d'interprétation qui seront clarifiées dans les 5, 10, 15 prochaines années avec une insécurité juridique à la clé, on a préféré en Suisse se reposer sur quelque chose de presque préhistorique qui est la réglementation des papiers-valeurs, et ça n'existe quasiment plus aujourd'hui, un papier-valeur en tant que tel, donc une action sous la forme d'un papier qui représente finalement l'action et le droit social à la participation de la vie d'une entreprise, mais on s'est reposé sur cette réglementation-là pour construire une réglementation en matière de crypto-actifs et donc d'une certaine manière bénéficier aussi d'un certain track record en matière de pratique, de réglementation, de jurisprudence et donc pas d'une certaine manière recommencer à zéro. Ça, je trouve aussi c'est une approche très intéressante et très innovante qu'on a eue en Suisse sur cette question-là. Donc effectivement, vous avez évoqué l'ouverture de la Suisse, la position d'ouverture, que ce soit le principe de neutralité technologique, aussi le rôle de l'autorégulation en Suisse, et avec un cadre légal, finalement, quand bien même quelques révisions et clarifications sont nécessaires, qui semblent assez bien s'adapter à l'innovation technologique, comme vous venez de l'évoquer. Et d'ailleurs, effectivement, comme vous l'avez évoqué, le cadre légal a été adapté de manière à clarifier le régime des droits sur les crypto-actifs et de favoriser leur transfert avec l'introduction de l'article 973D du Code des obligations. Qu'en pensez-vous ? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure et je crois qu'Adrien l'a dit aussi. Je pense que c'est vraiment une évolution que je trouve très intéressante et qu'on doit vraiment, vraiment saluer. Et on peut d'une certaine manière dire qu'on est aujourd'hui dans le 3e étage de la fusée, d'une certaine manière. On avait une situation historique où effectivement une action était représentée par un papier-valeur et la personne avait dans son porte-monnaie ou dans sa map, d'une certaine manière, un papier qui représentait le fait qu'elle est actionnaire d'une société et pouvait le déposer dans un compte, dans un coffre, dans un safe auprès d'une banque. Ensuite, on est passé à une première étape de désintermédiation avec l'entrée en vigueur de la loi sur les titres intermédiaires, où on avait finalement l'idée que les gens ne se baladent évidemment plus avec un papier physique, mais que finalement le papier physique qui représente d'une certaine manière le papier-valeur est déposé auprès d'un dépositaire central, que les banques ont des comptes auprès de ce dépositaire central et que les clients ont des comptes auprès des banques et en fait détiennent à travers le compte bancaire une fraction de ce grand papier-valeur, d'une certaine manière, qui est déposé quelque part. Mais évidemment, qui parle de titres intermédiaires, parle d'intermédiaires, et les banques étaient amenées à jouer ce rôle d'intermédiaire. Et aujourd'hui, ce que j'appellerais justement le 3e étage de la fusée, c'est le scénario d'une désintermédiation complète dans la mesure où aujourd'hui, l'action, donc la participation à la société, est numérisée et est représentée par un token. Et donc finalement, la manière de faire valoir sa position d'actionnaire est de pouvoir démontrer qu'on détient la clé privée qui nous donne accès à un certain token. Soit dit en passant, pour faire valoir ses droits sociaux au sein de la SA, il faut malgré tout être toujours inscrit sur le registre des actions traditionnelles du droit des sociétés. Mais on assiste malgré tout quand même finalement à une dématérialisation complète de l'action qui est représentée par un token, mais pas simplement représentée par un token, qui peut aussi être transmise par le biais des règles qui régissent la transmission des tokens, ce qui aboutit effectivement à une forme de désintermédiation, mais basée sur un cadre légal qui sont les articles 973 et suivants du Code des obligations qu'on connaît bien et qu'on a très ponctuellement ajusté
pour s'adapter à ce nouveau monde. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, et Adrien le disait aussi, est-ce que les banques vont disparaître? Je ne crois pas, parce que se posera toujours la question de savoir où finalement ces nouveaux cryptoactifs vont être déposés. Certaines personnes voudront les garder chez eux, si j'ose dire d'une certaine manière, mais si ce marché s'ouvre maintenant à l'institutionnel, il est évident que l'investisseur institutionnel aura aussi envie d'avoir un système de dépôt de type institutionnel, et là, les acteurs bancaires ont, à mon avis, encore un rôle très important à jouer. Oui, en complément de ce que tu as dit, c'est vrai que ce qui est assez remarquable, c'est d'avoir réussi à plus ou moins faire ressusciter nos vieux Rechte qu'on avait étudiés à l'époque, de les avoir finalement légèrement adaptés pour justement répondre à ces besoins actuels, et en disant que ça offrait un cadre de stabilité. J'ai été assez impressionné il y a quelques temps de voir qu'il y a certains acteurs en trade finance, notamment actifs sur les marchés de gros en électricité ou en approvisionnement en gaz, qui se disaient, dans le fond, on pourrait tokeniser ces contrats d'approvisionnement en gros sous l'angle du droit suisse, parce que dans le fond, on a un régime qui paraît bien fait, assez simple, et qui repose sur finalement des règles qui ont fait leurs preuves. Donc effectivement, la Suisse ici a su être très très réactive et potentiellement se rendre attractive pour des acteurs de l'étranger sur des marchés qui sont très prometteurs qui existent, mais qui vont se développer d'une manière prometteuse pour l'avenir. Donc effectivement, on a aujourd'hui déjà les retombées de ce choix qui a été fait par le législateur. Vu qu'on parle de digitalisation, c'est difficile d'en parler sans passer par la protection des données et de son rôle dans la relation banque-client, et le fait que les banques détiennent des données sensibles des clients et protègent leur sphère privée, du moins la sphère économique. Donc, qu'en est-il de la digitalisation et de la protection des données et de la rôle dans la relation banque-client? Merci Aline. Ça, c'est effectivement une thématique qui m'est chère et qui m'intéresse, et dont je suis toujours ravi de débattre dans le cadre du CAS Digital Finance Law. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un module qui est le module 2 qui est consacré spécifiquement à la question de la protection des données, et on arrive maintenant bientôt à la 3e édition du CAS, et on se rend déjà compte que sur ces 3 éditions, la situation a un tout petit peu évolué. Évidemment, lors de la première édition du CAS, on ne parlait que du RGPD, donc ce règlement européen en matière de protection des données. Lors de la 2e édition, on a déjà pu célébrer d'une certaine manière l'adoption par le Parlement de la nouvelle loi sur la protection des données qui a été adoptée l'année dernière. Et puis, dans le cadre de la 3e édition et des éditions futures du CAS, on pourra après discuter de la manière dont cette nouvelle loi fédérale sur la protection des données est appliquée en Suisse, et ça donne toujours lieu à des échanges absolument passionnants dans le cadre du module protection des données. Et pourquoi est-ce que, à mon avis, ces échanges sont si passionnants? C'est que dans l'industrie financière et la protection des données, on assiste en fait à 2 énormes paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que d'un côté, la réglementation et le régulateur en tant que tel incitent, voire même un peu plus, les intermédiaires financiers à collecter un maximum de données sur leurs clients. Et ça, c'est en particulier vrai s'agissant de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, où les exigences en matière de collecte d'informations sur les clients, sur leurs transactions, sur l'origine des avoirs, sur les contreparties des clients, ont tendance à augmenter de manière exponentielle. Et en parallèle à ça, on a une réglementation en matière de protection des données qui vise ce qu'on appelle la data minimization, donc le fait de détenir un minimum de données personnelles, et seulement les données personnelles qui sont indispensables à la fourniture d'un service. Et il y a évidemment une énorme tension entre ces 2 principes auxquels les acteurs financiers sont confrontés. Et donc, dans le cadre notamment du module 2 du CAS Digital Finance Law, on essaye d'explorer comment finalement on peut aboutir à un arbitrage entre ces 2 exigences contradictoires. Et l'autre paradoxe auquel on assiste en matière de protection des données, c'est la question des transmissions cross-border. D'un côté, on a des nouvelles réglementations, peut-être pas si nouvelles que ça en réalité, comme l'échange automatique de renseignements qui vise finalement un échange tout azimut de données très personnelles et pas des données sensibles
au sens de la réglementation, mais en tout cas des données qui peuvent être qualifiées devant être protégées de manière particulière, en tout cas dans une dimension historique. On a toujours constaté en Suisse que les données, on a toujours pensé en Suisse que les données financières méritaient une certaine forme de protection particulière. Et maintenant, avec l'échange automatique de renseignements, on a ouvert d'une certaine manière les vannes d'une manière dont probablement on n'aurait pas pu nécessairement l'anticiper il y a 15 ou 20 ans. Et d'un autre côté, on a une réglementation en matière de protection des données, RGPD, nouveau droit suisse, qui restreint très fortement la possibilité de transférer des données personnelles en dehors d'États qui sont réputés safe, donc grosso modo en dehors de l'Union européenne, et en particulier les transmissions de données personnelles vers les États-Unis sont rendues très compliquées par une jurisprudence dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la jurisprudence Schrems II. Donc là aussi, un grand paradoxe entre d'une part des exigences réglementaires qui visent à un flux de données transfrontalier très large et d'un autre côté, une réglementation en protection des données qui va dans un sens inverse. Et là aussi, ça amène lieu à toute une série d'arbitrages et de réflexions à la manière de concilier ces différents intérêts. Donc oui, la digitalisation pose aujourd'hui des questions liées à la protection des données, d'un côté à travers ces deux paradoxes que je viens d'évoquer, et d'un côté et d'un autre côté à travers le fait que en collectant plus d'informations sur leurs clients, la tentation pour les intermédiaires financiers d'exploiter ces données, notamment pour développer leurs activités commerciales, est évidemment beaucoup plus importante, soit de les exploiter elles-mêmes, soit de demander à des tiers de les exploiter pour elles, voire même encore pire, de les vendre à des tiers pour que ces tiers développent leurs propres services financiers. Ça, évidemment, c'est toutes des questions auxquelles les intermédiaires financiers et les personnes au sein des intermédiaires financiers type Data Protection Officer doivent répondre et auxquelles on essaye d'apporter des prémices de réponse, en tout cas, dans le cadre du module 2. Et donc, finalement, une toute dernière question pour conclure cette masterclass. Une grande question, je sais bien, mais si on ouvre vers un sujet qui est également très intéressant, c'est est-ce que les banques sont-elles généralement correctement équipées pour servir leurs clients en services digitaux? Quid de la concurrence des big tech et quid de l'arrivée de l'open banking? Alors, effectivement, je crois qu'un gros effort a été fait par les établissements, en particulier en Suisse. On voit chacun fait vraiment des efforts pour aller dans cette direction. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est finalement l'intégration d'une véritable culture numérique ou digitale. Pour prendre un exemple très clair, je suis toujours surpris de voir à quel point des discussions sur des sujets comme l'open source peuvent cristalliser des tensions en réalité. Alors que si on parle avec des purs acteurs du monde digital, l'open source est une évidence. On ne peut pas faire sans pour une pluralité de raisons. Donc on voit qu'il y a encore un chemin à faire, un chemin qui a été entrepris, mais un chemin à faire véritablement pour y arriver. Puis l'autre point, c'est évidemment les forces concurrentielles beaucoup plus larges en présence sur le marché, notamment les big tech qui, quoi qu'elles en disent, semblent quand même bien parties pour vouloir précisément venir sur le marché des services financiers vraiment au sens large. Et là, je crois que les établissements établis l'ont compris. Un des moyens de se renforcer en termes de compétitivité, c'est de collaborer avec des plus petits acteurs, des fintechs, pour justement réussir à onboarder les compétences ou les technologies dont elles ne disposeraient pas. Donc on a vraiment une forme de reshifting général des forces concurrentielles sur le marché. Pour rejoindre ce que disait Philippe tout à l'heure, je ne pense pas non plus que les banques vont disparaître. Je pense qu'il y a un aspect de confiance, notamment quand on voit tous les risques actuels qui restent prédominants et ces acteurs qui ont une culture fondés sur la confiance ont justement cet atout primordial à faire marcher, mais effectivement, il faudra le coupler avec des compétences numériques dont ces acteurs ne disposent pas toujours pour faire face justement aux compétences des big tech. C'est les grands enjeux de concurrence à suivre dans les 5 à 10 ans à venir. Donc finalement, pour conclure, avec les nouvelles technologies, on a les aspects donc, de concurrence et de collaboration possible. L'important, c'est de ne pas manquer ce tournant du numérique, justement. Ça pourrait renforcer la relation banque-client si on a une nouvelle proximité à l'ère du digital avec l'accès instantané grâce à des services digitalisés grâce à des apps sur smartphone. Mais si on rate ce tournant, on pourrait aussi éloigner le client, étant donné que le client n'est pas captif à l'ère de la digitalisation et risque d'être attiré par d'autres offres
attractive. Donc, merci beaucoup Philippe Fischer et Adrien Alberni pour vos éclairages, vos coups de projecteur sur vraiment les aspects que nous traitons dans le cadre du CAS Digital Finance Law. Plutôt que de parler du programme, je préfère conclure avec les aspects questions-réponses pour pouvoir vous donner la parole, étant donné que l'heure tourne et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Bien, merci à vous trois. Avant de prendre les questions en salle, on va prendre juste quelques questions qui étaient sur Zoom. À savoir peut-être une précisément pour vous, Philippe Fischer. Quels seraient les documents bancaires dont vous estimez qu'ils doivent absolument comporter une signature électronique qualifiée? Et deux questions un peu plus générales. Une première, quelle est votre opinion sur la réglementation du type de la directive européenne PS2 et de son avenir en Suisse? Et enfin, une question un petit peu plus tournée sur la protection des données. Jusqu'où un consommateur est protégé lors de ses transactions bancaires en ligne, par exemple en cas de phishing? Et finalement, comment peut-il, et est-ce facile pour lui d'obtenir gain de cause, notamment lorsque les fraudeurs sont sur un territoire étranger? Très intéressant. Là, effectivement, par rapport à la première question, et ça c'est une question très intéressante, c'est vrai qu'en regardant ça de manière très large, donc la question pour rappel était celle de savoir quels sont finalement les documents qui consacrent d'une certaine manière la relation contractuelle entre un client et la banque, qui sont soumis à ce qu'on appelle la forme écrite. Peut-être juste pour prendre un pas en arrière, en termes juridiques, en fait, on a trois types de situations à distinguer. Il y a un certain nombre de contrats qui sont soumis à aucune exigence de forme. Donc le simple fait de se voir, de se serrer la main, mais ce n'est même pas nécessaire de se serrer la main vu qu'en plus on ne peut plus le faire en temps de Covid, permet de conclure d'une certaine manière le contrat. Donc la plupart en réalité des contrats qui sont réglementés par le Code des obligations en Suisse sont des contrats qui ne sont soumis à aucune exigence de forme, donc qui peuvent finalement se conclure sans nécessairement avoir un document écrit. Ensuite, on a une série de contrats qui exigent ce qu'on appelle la forme écrite, c'est-à-dire dans le monde d'avant, la signature manuscrite sur une feuille de papier et cette fameuse signature électronique qualifiée que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ensuite, on a encore un certain nombre, mais alors très limité, de contrats qu'on appelle les contrats soumis à la forme authentique, qui sont soumis à des exigences de forme encore plus élevées, comme par exemple la nécessité de passer devant un notaire. Et l'exemple classique, c'est les transactions immobilières. Pour ce qui a trait à l'activité bancaire, c'est plutôt la question de la deuxième catégorie, donc quels sont les contrats qui sont soumis à la forme écrite qui doit être analysée. Et là, c'est vrai que quand on regarde un tout petit peu la relation banque-client, qui pour l'essentiel peut être qualifiée en termes juridiques d'une relation de mandat, voire relation de dépôt, vu qu'on sait que le contrat bancaire en tant que tel n'est pas réglementé par le Code des obligations, mais on le retrouve d'une certaine manière sur une partie des contrats qui sont réglementés dans le Code des obligations. Là, en réalité, on n'a pas d'exigence de forme. En revanche, s'agissant des contrats de gage, et en particulier de ce qu'on appelle l'engagement des créances non matérialisées par un titre, donc par exemple les situations où le client s'engage ou met en gage toutes les créances potentielles qu'il peut avoir contre la banque, ce qui est typiquement le cas dans le cas des actes de nantissement généraux que les banques font signer à leurs clients. Là, ce type de document est soumis à une exigence de forme écrite en droit suisse et donc devrait se traduire dans un monde digital par une signature électronique qualifiée. Deuxième type de contrat, mais on voit déjà là un contrat relativement spécifique, c'est les placements fiduciaires, où là aussi, pour des raisons fiscales, le mandat de placement fiduciaire, donc quand on demande à la banque de placer des fonds au nom de la banque, mais pour le compte du client auprès d'une autre banque, est aussi soumis à la forme écrite, donc devrait se traduire ou se transposer sous la forme d'une signature électronique qualifiée. Et puis, voilà, en réalité, les deux principaux contrats en tant que tels que je vois qui sont soumis à la forme écrite. Il y a une autre question qui est celle du formulaire A, où effectivement, on considère traditionnellement que le formulaire A doit être signé de manière manuscrite par le client, mais il y a un certain débat autour de cette question-là et peut-être qu'une évolution de la pratique pourra aussi nous permettre de digitaliser de manière un peu plus large le formulaire A. Donc, formulaire A, pour rappel, c'est le document qui permet d'identifier l'ayant droit économique des avoirs, qui permet de digitaliser de manière un peu plus facilitée le formulaire A sans nécessairement devoir passer par une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée.
Deuxième question, j'espère avoir répondu à la question, mais de manière très, très rapide, évidemment. Deuxième question avait trait à la PSD2. Peut-être que, Adrien, tu veux la prendre parce qu'il y a un lien avec l'open banking. Je la prends volontiers. Donc effectivement, il est question de cette réglementation européenne qui force à l'open banking en matière de services de paiement. Donc quand on force vers l'ouverture, ça veut dire essentiellement deux choses. Ça veut dire mettre à disposition, ouvrir les interfaces d'utilisation entre programmes informatiques de manière à permettre l'interopérabilité entre les programmes, et puis l'ouverture d'un certain nombre de données pour que, évidemment, les services de paiement puissent fonctionner entre eux. L'approche qui a été choisie est prise jusqu'à aujourd'hui en droit suisse. Peut-être je fais un pas en arrière. De manière classique, évidemment, on n'aime pas beaucoup forcer à l'ouverture parce que ça revient à créer un système de licence dite obligatoire. Or, la licence obligatoire, c'est précisément le fait d'ouvrir sa propriété, alors que l'essence même de la propriété, c'est de pouvoir en faire absolument ce qu'on veut, y compris de la protéger. En Suisse, la tendance est d'être plutôt, très prudent face à ce genre d'ouverture forcée. Jusqu'à maintenant, la position a été de dire non, on ne va forcer aucun acteur à ouvrir, que ce soit en lien avec les services de paiement ou d'autres prestations bancaires ou financières. Les forces du marché, je le disais tout à l'heure, vont être à l'œuvre, et donc les établissements classiques vont se sentir eux-mêmes forcés de s'ouvrir notamment à des fintechs pour augmenter leur compétitivité. C'est donc le marché qui va les inciter à le faire, et ce n'est pas une réglementation qui va les forcer en termes juridiques à partager leurs interfaces ou leurs données. Donc voilà la position qui a trait principalement aujourd'hui en Suisse. Ce n'est pas exclu que ça évolue, mais encore une fois, le droit suisse est extrêmement, on le trouve aussi d'ailleurs en propriété intellectuelle ou en droit de la concurrence, est extrêmement prudent face, je dirais, au concept général des licences obligatoires. Et puis la troisième question, sauf erreur, avait trait à la protection d'une certaine manière du client dans les cas des fraudes. Et c'est vrai que là, finalement, si le terme de protection, je le comprends bien comme, disons, la capacité à récupérer l'argent qui a été détourné, en parlant en termes tout à fait non juridiques, évidemment, le défendeur normal serait le fraudeur, mais on sait bien évidemment que le fraudeur est rarement identifié. Il est d'ailleurs encore plus rarement en Suisse. Donc finalement, la capacité à récupérer l'argent auprès du fraudeur est quasi inexistant dans la plupart des cas, sauf situation absolument miraculeuse où on arrive à tracer finalement les avoirs et à les bloquer à un endroit, mais c'est des situations vraiment tout à fait miraculeuses qui arrivent très rarement. L'autre défendeur naturel sera évidemment l'intermédiaire financier, la banque par exemple. Et là, on a maintenant depuis un certain nombre d'années une jurisprudence du tribunal fédéral très bien établie, qui a été rendu dans une série de 5 arrêts qui ont été rendus dans un laps de temps très, très restreint il y a quelques mois, et qui fixe d'une certaine manière un raisonnement en 3 étapes. On parle d'un ordre frauduleux, donc finalement d'un ordre qui a été donné à une banque de débiter le compte d'un montant de 100, et cet ordre n'a pas été donné par le client mais par un hacker. Le première étape du raisonnement du tribunal fédéral est de dire, mais finalement, si cet ordre n'a pas été donné par le client, mais par un tiers, la banque n'avait pas le droit d'exécuter cet ordre, et donc le client a la possibilité de faire ce qu'on appelle une action en exécution, c'est-à-dire de dire, mais sur mon compte, il doit y avoir 100. Les 100 qui ont été débités, ils n'auraient jamais dû être débités, et donc je fais une action en exécution pour récupérer ces 100. Et ça, c'est l'adage juridique qui dit « qui paye mal paye 2 fois ». La banque a mal payé parce qu'elle a exécuté l'instruction d'un hacker, et donc elle doit payer une deuxième fois en restituant les 100 au client. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez voir que dans la plupart des conditions générales des banques, on a ce qu'on appelle une clause de transfert des risques. C'est-à-dire que la banque dit au client « écoutez, tous les risques liés aux ordres, par exemple, électroniques, c'est vous, client, qui allez les supporter. » Alors, la validité de ce genre de clause est probablement sujette à caution, et on peut s'attendre
à ce qu'il y ait peut-être un certain nombre de développements jurisprudentiels sur la question de savoir si ces clauses de transfert des risques qui finalement font passer un risque du chef de la banque qui paye mal 2 fois sur la tête du client sont vraiment valables, sont vraiment valablement intégrées dans le rapport contractuel avec le client. Le fait est qu'aujourd'hui, la plupart de ces clauses de transfert des risques, premièrement, elles existent et deuxièmement, elles sont encore largement reconnues par les tribunaux. Et donc, deuxième étape du raisonnement, s'il y a une clause de transfert des risques, le risque de fraude repasse du côté du client qui doit finalement supporter le risque de la fraude. Maintenant, si on est dans un scénario où il n'y a pas de clause de transfert des risques, c'est-à-dire la question de savoir si finalement est-ce que c'est la banque, et donc s'il n'y a pas de clause de transfert des risques, c'est en principe à la banque de supporter le risque, se pose encore la question de savoir, troisième étape du raisonnement, si la banque n'a pas une prétention récursoire contre son client parce que le client a violé un certain nombre d'obligations, l'obligation de bien protéger son mot de passe, l'obligation de ne pas utiliser un mot de passe trop facilement reconnaissable, l'obligation de consulter régulièrement sa documentation bancaire, ce qui aurait permis d'identifier une fraude, par exemple, qui s'est déroulée sur un laps de temps de 3 mois. Si le client avait régulièrement consulté sa documentation bancaire, on aurait pu arrêter les fraudeurs après 1 semaine et pas après 3 mois. Et donc, dans un certain nombre de scénarios, la banque pourra construire une prétention récursoire de la banque contre le client parce que le client a violé une obligation à l'égard de la banque et opposer finalement en compensation cette prétention récursoire contre la prétention du client contre la banque. Donc un raisonnement un tout petit peu compliqué, mais maintenant relativement bien balisé par le tribunal fédéral sur la base de ces 3 étapes que je viens d'évoquer. Et ça, c'est une réponse un peu longue, je suis désolé, un peu trop juridique à la question qui a été posée. Une remarque et une question. Une remarque sur la réponse que Philippe Fischer vient d'apporter, qui est totalement précise et exacte, qui reflète la jurisprudence du tribunal fédéral. Quand on regarde la jurisprudence ces dernières années, le nombre de cas de fraude dans les virements ne fait que se multiplier, à cause de la multiplication des canaux de communication en dehors de l'écrit traditionnel. Et ça, c'est un véritable problème. Et le deuxième aspect du problème, quand même, il faut le dire, c'est que le législateur suisse, à différence du législateur européen ou américain, n'a jamais légiféré pour imposer un cadre une allocation des risques entre les prestataires de services de paiement et leurs clients qui protège mieux les clients. Il faut se souvenir que le prestataire de services de paiement, ou l'ensemble des prestataires de services de paiement, sont mieux en capacité de répartir le risque de la fraude en même temps que de le gérer. Et notre jurisprudence reflète une situation où le législateur s'est abstenu d'intervenir alors que ça fait 30 ans, 25 ans, 20 ans que d'autres législateurs sont intervenus là-dedans. Et puis j'ai une question, parce que j'aime bien le constat que les autorités suisses, les autorités de surveillance en particulier, ont décidé d'adopter une approche technologiquement neutre, c'est-à-dire une approche qui favorise l'innovation numérique sans imposer aux acteurs. Mais donc ça fait un cadre réglementaire qui est plutôt favorable à l'innovation par rapport à des pays avoisinants. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait un retard assez sensible, semble-t-il, de numérisation de l'ensemble de la société suisse? Et là, je ne parle pas seulement du secteur bancaire, mais on parle d'autres aspects de l'économie et puis aussi des services publics. Est-ce qu'il n'y a pas quel est ce gap entre, d'un côté, une ouverture technologique bienveillante et même un certain encouragement, et de l'autre, un retard, enfin, un truc à la Suisse, quoi. Il n'y a pas de feu au lac. Enfin, on n'est pas prêt. Nos trains ne sont pas très rapides. Alors, peut-être, on tombe vraiment dans des avis personnels et qui dépassent probablement le cadre juridique, mais à mon sens, ce que l'on voit d'ailleurs, et je pense que c'est juste de ne pas se focaliser ensuite sur le secteur bancaire et financier, mais d'ouvrir plus généralement. Je pense que de manière générale, en Suisse, il y a une tendance à ne pas se précipiter sur des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes sans les avoir un tout petit peu plus appréhendés. Je pense que quand on fait le pas, on le fait de manière plus construite. Et c'est vrai qu'en ce sens, la manière suisse de construire est assez éloignée des méthodes de développement technologique. Philippe faisait tout à l'heure référence à cette méthode des sprints dans la méthode agile.
à mon avis, c'est fondamentalement en tension avec la manière dont les Suisses travaillent en général. On aime se fixer un objectif, un plan, et on avance étape par étape. Là, dans les sprints, on va dans tous les sens, on recadre l'objectif, on le change constamment, on ne sait jamais s'il est complètement rempli ou pas. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je pense que le marché suisse, de manière générale, est quand même un marché qui est protégé. Les forces concurrentielles fonctionnent globalement moins bien ou sans fonctionner moins bien, moins vite qu'à l'étranger. Et par là même, il y a probablement moins d'incitatifs à tout de suite réagir. Ce qui est intéressant, si on fait maintenant un lien peut-être avec les télécommunications, c'est qu'on voit que, par exemple, en Suisse, on est plutôt bien placé en termes de développement des infrastructures. On les fait gentiment, mais globalement, on a des infrastructures qui sont très solides, notamment vraiment pour amener l'Internet à haute vitesse à peu près partout en Suisse. Alors, les régions périphériques sont un peu desservies, mais dans les villes, ça fonctionne quand même globalement bien, par exemple en comparaison avec l'Allemagne. Donc, je dirais, on est en train de poser gentiment tout ce cadre, y compris les infrastructures, mais de manière effectivement peut-être plus lente qu'à l'étranger, où ça accélère d'un coup, ça ralentit, ça casse, ça repart. Non, c'est tout à fait juste. C'est un vrai paradoxe. Et en entendant la question, je me disais, mais comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre? Et peut-être ça mériterait un peu plus de réflexion. Peut-être encore un. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Adrien a dit. Je pense que c'est tout à fait juste. Peut-être encore un point que moi j'aimerais ajouter par rapport à ça. C'est vrai que la réglementation suisse offre un certain nombre de places pour l'innovation. On appelle ça la sandbox, le bac à sable d'une certaine manière dans lequel on peut jouer sans être réglementé. Mais encore faut-il des acteurs qui jouent dans ce bac à sable. Et c'est vrai que ce qui manque peut-être en Suisse, c'est effectivement les entreprises, notamment actives dans les nouvelles technologies en rapport avec l'industrie financière, qui se lancent finalement dans ce bac à sable. Alors on a les hautes écoles, on a la ETH et puis le PFL. On a, je pense, aussi une bonne manière d'offrir du seed finance à ces entreprises-là. Mais après, on assiste aussi à ce que certaines personnes me disent, qui est un peu la vallée de la mort, c'est qu'une fois qu'on a épuisé ou brûlé le cash qui a été accordé dans le cadre du seed finance et qu'on a besoin de nouveaux financements pour contribuer à croître le business de l'entreprise, c'est là que c'est difficile de lever des capitaux en Suisse et qu'il y a d'une certaine manière une sorte de frilosité tant de la part des acteurs institutionnels type fonds de pension, etc., qui sont d'ailleurs soumis à leurs propres règles, qui sont en train d'être libéralisés un tout petit peu, mais qui sont quand même soumis à des règles en matière d'investissement, mais aussi une frilosité de la part des banques plus traditionnelles. Et donc, ces entreprises qui proviennent parfois d'étudiants de l'EPFL ou de la ETH, qui ont fait l'objet d'un seed finance en Suisse, après se délocalisent à l'étranger et puis après se développent à l'étranger, typiquement aux États-Unis, mais aussi peut-être dans d'autres localités. Et finalement, c'est après de l'extérieur que reviennent après l'innovation. Et c'est vrai qu'Adrien a tout à fait raison, le marché suisse est un marché encore relativement protégé. Et en fait, ce qui fait bouger d'une certaine manière les lignes, c'est les acteurs étrangers qui arrivent, c'est Revolut qui arrive en Suisse pour offrir des services de moyens de paiement, c'est une banque de type N26. Et c'est en fait face à ce sorte d'acteurs étrangers qui entrent en Suisse parce qu'en Suisse, on a une réglementation relativement libérale s'agissant de l'offre de services financiers inbound. En fait, une offre de services totalement libéralisée en matière d'offre de services inbound jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation LSFIN-LEFIN et une offre de services inbound légèrement réglementée aujourd'hui et en tout cas largement moins réglementée que l'inverse. Donc la situation de la banque suisse qui veut aller en France est autrement plus compliquée que la situation de la banque française ou du prestataire fintech français qui veut offrir des services à un consommateur suisse. Et donc maintenant qu'on a finalement ces acteurs étrangers qui viennent disrupter, si j'ose dire, le marché suisse, c'est là qu'on voit que finalement les acteurs financiers commencent à se saisir de cette problématique. Mais c'est une réponse imparfaite à une très bonne question. Nous allons prendre une toute dernière question de la salle. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonjour. Ah, il y en a deux même. Merci pour tout ça. C'est vrai que c'est bien, ça amène mes deux remarques auxquelles j'ai pensé depuis le début. C'est vraiment la concurrence, effectivement. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, j'avais été assez surpris de voir en lisant le FT une fois que N26 n'était pas profitable. En tout cas, j'ai lu ça il y a quoi, 1-2 ans. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même des coûts importants, etc. On dit, voilà, c'est une menace, c'est la disruption, c'est intéressant.
Mais, et c'était quand même un player qui est établi, mais voilà, il dépense aussi beaucoup d'argent pour acquérir des clients et autres. Donc peut-être qu'il y aura, enfin c'est pas parler d'un nettoyage, mais après peut-être qu'ils font faillite, etc. Donc il y a cet aspect. Puis pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, c'est vrai que au niveau de la réglementation pure, alors bancaire, etc., on voit, je pense, certains players fintech qui ne sont pas forcément soumis, enfin tout dépend le service, la qualification du token, je dirais, est-ce que c'est un service financier, etc. Puis là, il y a des subtilités. Puis évidemment, quand ils ne sont pas soumis aux exigences de licence, que ce soit, banque, c'est le pire entre guillemets, mais fintech, etc., bah, ça crée moins de coûts. Et puis ça sera assez intéressant de voir, je pense qu'il y aura quelques jurisprudences de principe, on espère, mais ça peut prendre du temps pour voir jusqu'où on peut aller, parce que bien sûr, il y a des fintech, ils sont moins chauds à l'idée de se faire surveiller par la FINMA, etc. Donc c'est vrai que ces aspects sont intéressants, je trouve. J'aime bien les deux réflexions. Pour la première, on a tendance à oublier, mais il y a, je crois, 12 ans encore, on se demandait si Facebook serait un jour rentable. Il ne faut pas oublier que c'est l'action qu'on se posait il y a 12 ans et qu'aujourd'hui, on se demande comment on va faire par rapport à la masse qu'ils ont acquise. Donc, je pense que c'est juste. Et puis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui essayent de jouer un peu en dehors du cadre, à juste titre, avec potentiellement des coûts qui sont inférieurs. Je pense que ça, c'est un très bon point en termes de compétitivité. C'est vrai. Je crois qu'il y avait une dernière question. Donc, on va prendre la dernière question qui est tout au fond de la salle. Bonjour. Je voulais savoir comment on pouvait appréhender la reconnaissance ou l'équivalence de la e-signature, que ce soit dans le digital onboarding ou dans la e-signature en tant que telle, avec la clientèle typiquement bancaire, surtout avec l'aspect du cas de Stadler au bébé, où ils ont dû renoncer à un contrat qui avait été signé avec une signature digitale, enfin une e-signature, et puis comment est-ce qu'on peut voir avec la clientèle étrangère face à cette signature qu'on a en fait sous un droit suisse et non pas forcément sous un droit international. Non, alors tout à fait, merci beaucoup. Non, ça, c'est vraiment une question absolument fondamentale. Et c'est vrai qu'on a un tout petit peu de retour aux mêmes questions qu'on se posait finalement par rapport à le fait, est-ce que les clauses de fort qu'on met dans les conditions générales des banques sont finalement valables par rapport à un client qui est basé, par exemple, dans l'Union européenne et qui, sur la base de la réglementation locale, qui empêche, dans certains scénarios, de conclure une convention, une clause d'élection de fort pour un consommateur qui ferait échec, d'une certaine manière, à la clause de fort en faveur des tribunaux suisses qui est traditionnellement évoquée dans les conditions générales. Et je pense que le plus important là, c'est effectivement par rapport aux différents pays de résidence du client, de regarder si finalement il y a des exigences de forme spécifiques qui s'appliquent et après essayer d'une certaine manière d'harmoniser le plus possible. Mais c'est un vrai challenge parce qu'on a évidemment au niveau européen aussi un système de signature électronique avancé versus se qualifier, mais qui n'est pas totalement compatible avec le régime suisse. Et regardez si dans un certain nombre de pays, on a des exigences de forme et comment finalement les remplir et d'une certaine manière trouver le plus petit dénominateur commun. Je pense que ça, c'est le plus important. Ce n'est pas impossible parce qu'on a aussi une forme et on aura, je l'espère bientôt, une forme de reconnaissance en Suisse d'un certain nombre de signatures électroniques qualifiées européennes. On n'y est pas encore, mais c'est quelque chose auquel probablement, en tout cas selon un certain nombre de contacts que j'ai pu avoir, c'est quelque chose auquel on devrait peut-être un jour arriver pour avoir une sorte d'harmonisation. Et l'autre point, à mon avis, qui est très important dans ce contexte, c'est ce qu'on appelle le change management. C'est face à un client où vous avez une documentation en place, où on dit par exemple que tout changement de cette documentation est soumise à la forme écrite. Lorsque tout d'un coup, vous dites à ce client existant, dorénavant, on met à jour tel et tel contrat et puis on vous le signe simplement avec une signature électronique, est-ce que finalement ce sera valable? Parce qu'un client pourra prendre la position de dire mais les rapports que j'avais avec vous étaient soumis à la forme écrite et moi j'entendais forme écrite de telle et telle manière et maintenant on bascule sur un monde numérique mais j'étais absolument pas d'accord et donc je considère que cette signature n'est pas valable. Donc cette question de digitalisation, disons, du rapport avec le client, d'un côté, évidemment, on peut mettre en place toute une série de règles par rapport aux nouveaux clients qui, d'une certaine manière, arrivent vierges à la banque et où il n'y a pas toute une sorte de legacy, de commitment qu'on a pris. Mais par rapport à la clientèle existante, où tout d'un coup, on voudra mettre à jour un contrat de crédit, mettre à jour l'acte de nantissement, changer les conditions générales, ce qui arrive quand même de temps en temps, il faudra être très attentif aux
au commitment qu'on a pris par le passé dans cette réglementation-là pour arriver à transitionner ces clients vers le monde numérique. Parce que j'évoquais tout à l'heure, évidemment qu'en droit suisse, on a ces 3 formes de signature qui sont prévues par la loi. Donc, aucune exigence de forme écrite ou exigence de forme authentique. Mais si, évidemment, les parties ont d'elles-mêmes, dans le cadre de leur contrat, prévu une certaine forme qui doit s'appliquer à leur relation contractuelle, en principe, un changement de cette exigence de forme doit remplir l'exigence de forme de base. Et ça, évidemment, dans le cadre du passage à la digitalisation de la relation client, ça peut poser, ça donne lieu, en tout cas, moi j'ai vécu une situation où finalement ça a donné lieu à un certain nombre de difficultés. On a dû faire un petit passage non numérique pour finalement amener le client dans le numérique. C'était un peu paradoxal, mais c'est ce qu'on a fait pour, en tout cas, stabiliser les contrats qui étaient les contrats clés, notamment dans le domaine du crédit. Merci beaucoup. Merci encore Philippe et Adrien. C'était vraiment fascinant. On voit que le contenu donc, de cette masterclass était très varié, vraiment la digitalisation sous toutes ses facettes. Et d'ailleurs, cela correspond vraiment au contenu du CAS Digital Finance Law et tous les sujets que nous abordons sont également aussi variés à la lumière de cette masterclass. Merci également à l'équipe de la formation continue pour l'organisation de cet événement qui a été vraiment géré avec brio. Et merci aussi au public qui a participé. N'hésitez pas à nous contacter, on reste à disposition si vous avez des questions. On peut répondre aussi de façon informelle après la fin de cette masterclass. Ou n'hésitez pas non plus à nous contacter par email ou aussi par téléphone. On a donc un site web. Donc merci à tout le monde. Merci.